Bonjour à tous et à tous. Bien contente de vous retrouver en ce lendemain du budget du gouvernement du Québec. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Luc vous présenter ce qu'on a concocté, ce qu'on a retenu de ce budget-là, de budget 2026-2027. On va se revoir à la fin. Je vais être là pour la période des questions. Je vais donc ouvrir la conversation un petit peu plus tard, au moment de la conférence, là, pour que vous puissiez poser vos questions si vous le souhaitez. Alors, à tout de suite. À toi, Luc. Alors, bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver pour faire un résumé de ce qu'on retient ou ce que la Chaire a retenu à regard du budget présenté hier par le ministre des Finances du Québec. Alors, à chaque occasion, on le dit, mais je crois que c'est important de le redire. Il s'agit évidemment d'un travail d'équipe pour être en mesure de vous présenter un midi-conférence moins de 24 heures après la levée du huis clos budgétaire ou l'annonce ou le discours du ministre. Donc, vous voyez ici les noms par ordre alphabétique, mais vous voyez que la chaire, c'est un solide travail d'équipe qui a été fait, même si c'est moi qui ai l'honneur de vous le présenter. Donc, le contenu sera divisé d'une manière assez typique. On va d'abord revenir sur quelques indicateurs économiques, mentionner quelques éléments de finances publiques, toucher les mesures fiscales des particuliers, les mesures fiscales des sociétés, revenir sur certaines autres mesures qui peuvent toucher un certain nombre de personnes et vous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient à la chaire pour la suite des choses. Donc, si on part sans plus tarder en matière économique, qu'est-ce qu'on observe? Bon, bien, on observe une croissance du PIB réel là, assez limitée pour 2025, 0,8. On va le comparer à ce qui était prévu l'année dernière dans quelques diapos, mais commençons comme ça. Là, on voit pour l'année en cours, on prévoit une croissance économique de 1,1 qui montrerait pour l'année 2027 à 1,4. Les 2 années suivantes seraient à 1,5. Là, vous voyez un peu. Donc, la croissance naturelle retrouverait à partir de 2027 là, entre 1,4 et 1,5. Mais encore une fois, cette année va être ralentie là, par l'incertitude économique. Donc, par rapport au budget de l'année passée, ce qu'on observe, c'est que il y a une réduction de la croissance économique pour chacune des années. Pour l'année 2025, 3/10 de point de moins en croissance. Cette année, encore 3/10 de point. Donc, on prévoyait 1,4, on va être à 1,1. Puis vous voyez pour les autres années, à l'époque, là, on prévoyait une croissance qui était plus autour de 1,7 et ça a été maintenant ramené un peu à 1,5. Le ministre a parlé là, d'un ralentissement de l'économie qui avait des effets permanents là, suite aux perturbations économiques là, et à l'incertitude autour des accords de libre-échange notamment. Si on regarde la croissance que projette le ministère des Finances, le 1,1 pour l'année 2026, ce qu'on observe, c'est par rapport aux prévisionnistes du secteur privé, par rapport aux prévisions du secteur privé, bien, on se retrouve à peu près à la moyenne. Donc, il y en a qui prévoient une croissance un peu plus faible, d'autres qui prévoient une croissance un peu plus forte, mais en moyenne, on parle d'une croissance économique attendue au Québec de 1 Ici, ce qu'on observe, c'est justement les révisions. Là, comme tout, la croissance économique sur l'ensemble de la période est revue à la baisse, mais vous comprendrez que la prévision 2025 nous amenait un PIB réel plus élevé en 2029 que le nouveau budget. Donc, une destruction des capacités de production là, semble apparaître. Et donc, on se retrouve avec un PIB réel à la fin, un peu plus faible que ce qui était escompté. Et nous, ben, dans le fond, un des exercices qu'on fait à la charge, c'est de dire est-ce que le PIB est à son plein potentiel ou il est en deçà de son potentiel? Ben, la diapo précédente montrait une destruction entre guillemets permanente. Puis là, vous voyez ici que le PIB, donc on se retrouve ici là, dans la période 2024 à 2029. Mais là, vous voyez que on est
en dessous du PIB potentiel. Ça veut dire que l'économie ne roule pas à plein régime. Gardez ça en tête. Quand on parlera des finances publiques plus loin, bien, c'est un indicateur qui peut justifier d'avoir des déficits qui sont liés à la conjoncture économique lorsque le PIB réel est sous son potentiel. Alors ici, je fais une petite comparaison avec l'Ontario. Donc, vous voyez, pour l'année 2025, le Québec, on a vu qu'il y avait une prévision de la croissance économique qui avait été abaissée à 0,8. C'est la même prévision de croissance qui est attendue en Ontario. Et pour l'année 2026, le Québec aurait en ce moment une meilleure croissance du PIB réel que ce qui est attendu en Ontario. Je tiens à vous dire ici, par contre, que l'Ontario n'a toujours pas présenté son budget et donc que les prévisions de croissance du PIB réel qu'on présente ici, c'est les prévisions que le ministre des Finances de l'Ontario a indiquées dans sa mise à jour économique de l'automne. Donc, le budget de l'Ontario est prévu dans 2 semaines. Et donc, dans 2 semaines, ce graphique-là pourra être ajusté pour voir si la croissance économique pour 2026 est rehaussée en Ontario ou si, par exemple, elle est rabaissée pour les années 27-28, parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est une croissance économique plus forte pour les 2 dernières années dont je viens de faire mention. Ce qui nous amène à d'autres perspectives économiques, peut-être la croissance démographique. On se retrouve en 2029, par exemple, avec 180 000 Québécois de moins dans la population totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les données ont été révisées et ce qu'on observe également, c'est que contrairement à ce qu'on observait dans le budget de l'année dernière où il y avait une faible croissance de la population, là, on se retrouve avec une faible décroissance de la population où on passera de 9 58 000 personnes à 9 7 000 personnes. Donc, quand même une absence de croissance de la population totale du Québec attendue entre 2025 et 2029. Et ça, la population totale, ça nous sert notamment à calculer notre PIB par habitant. Donc, on divise le PIB par l'ensemble de la population. Puis, ce qu'on observe avec l'inflation et la politique monétaire restrictive qu'on avait autour de 2023, on avait vu que le PIB par habitant avait diminué. Donc, on observe ça ici, une diminution. Mais à partir de 2024 et suivante, il y a un rehaussement d'attendu avec une croissance du PIB et une absence de croissance ou quasi-absence de croissance de la population. On se retrouve avec un PIB par habitant qui augmente de 2025 à 53 850 à 55 650 en l'espace de 2 années seulement. Donc ça, il faut garder ça en tête. Il faut le garder en tête dans la mesure où le gouvernement du Québec aime bien prendre ce PIB par habitant-là et comparer notre écart de richesse avec l'Ontario. Et le ministre met beaucoup l'emphase sur depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y avait un écart de richesse négatif d'à peu près 16 % avec l'Ontario. Et maintenant, en 2024, on est rendu à 10 %. Donc, vous voyez que la tendance à long terme est effectivement une réduction des écarts de richesse avec l'Ontario. On voit qu'il y avait eu des années, là, au début des années 2010, où ça avait été amoindri à peu près 13-14 %, ça avait réaugmenté, mais on voit la tendance à la baisse, donc, de l'écart de richesse. Là, donc, on rattrape un peu l'Ontario et on est à 10 %. Puis le 10 % apparaît, là, selon nos calculs avec les données actuelles, apparaît autour de se maintenir autour de 10 % pour les dernières années du cadre financier. Pour l'inflation, durant l'ensemble de la période, on reste dans la fourchette cible entre 1 et 3 %. On parle de 2 %, mais dans le fond, la fourchette cible est un peu plus large. Vous voyez quand même que pour l'année 2025, au budget de l'année passée, on parlait de 2,1. On aurait terminé l'année à 2,4.
Pour l'année 2026, on parlait de 2, on est maintenant à 2,3, mais vous voyez que malgré les perturbations qu'on voit actuellement, les données mises dans le budget du Québec ne prévoient pas une hausse de l'inflation en dehors de la fourchette cible. Dans les perspectives économiques, outre la croissance de l'économie, outre l'inflation, il y a également la performance du marché du travail. Bien, si on regarde pour l'année 2025, donc l'année terminée, on parlait de moins de 40 000 emplois créés dans le budget de l'année dernière, et on termine avec pratiquement 79 000 emplois qui ont été créés en 2025, donc une performance du marché de l'emploi beaucoup plus forte qu'attendu. Et là, on s'aperçoit que même pour l'année 2026, par rapport à ce qui était prévu l'année passée, on aurait une croissance qui est beaucoup plus modeste de l'emploi, mais qui est quand même un peu plus optimiste que ce qui était prévu l'année passée. Et là, vous voyez pour le reste, bien là, on est autour d'une croissance, du marché du travail, de l'emploi, qui va ralentir compte tenu du vieillissement de la population, des changements dans les perspectives démographiques, mais on est autour de 16 000 emplois par année à partir de 2027. Donc, un chiffre beaucoup plus modeste que ce qu'on a observé dans les années passées. Bon, il y a aussi un élément dans les perspectives économiques où on pourrait regarder les mises en chantier. Bon, ben, bonne nouvelle, 2025, révision à la hausse des mises en chantier de près de 10 000 mises en chantier additionnelles. Pour l'année 2026, on parle encore une fois d'une révision. Là, on parle d'à peu près 7 000 mises en chantier de plus. Pour l'année 27, on parle d'à peu près le même scénario de mise en chantier. Puis là, vous voyez, pour les 2 dernières années, il y aura un peu moins de mises en chantier, donc les mises en chantier auraient été devancées essentiellement à l'année 25-26. Donc ça également, là, dans un contexte de pénurie de logements, là, c'était quand même intéressant de voir des mises en chantier s'accélérer au-delà des prévisions qu'on avait l'année dernière. Il y a le marché des exportations avec les perturbations du commerce international. Bien, vous voyez que même en 2024, on a eu moins de croissance des exportations. 2025, par rapport à ce qu'on prévoyait au budget passé, on parlait quand même d'une croissance modeste, mais est arrivé là, les tarifs plus tard à poste budgétaire et on a eu une décroissance des exportations pour 2025. Cette année, on prévoit une croissance, mais une croissance plus modeste que ce qu'on anticipait, malgré que l'année passée, on a eu une décroissance. Donc, vous voyez que le marché des exportations là, contient encore des perturbations. Ça ferait le tour de nos indicateurs qu'on voulait parler un peu pour l'économie. On passe maintenant aux indicateurs de finances publiques. Ce qu'on peut voir, peut-être vous rappeler avant d'embarquer dans les finances publiques, dire qu'il y a une loi sur l'équilibre budgétaire qui a été modifiée, mais qui a été les nouveaux paramètres ont été votés en décembre 2023, ce qui a conduit à la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire dans le budget 2025, donc le budget de mars dernier. Ce plan-là doit conduire à un retour à l'équilibre budgétaire pour 2029-30. On va voir comment tout ça a évolué. Dans ce plan, il faut qu'il y ait des déficits qui soient décroissants et un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-30 et un déficit qui ne peut pas excéder 1,5 milliard en l'année qui précède le retour à l'équilibre budgétaire, donc en 28-29. La loi prévoit aussi, là, si jamais les perturbations économiques étaient trop fortes, s'il y avait une récession, que le ministre puisse présenter un nouveau plan. On n'en est pas encore là. Le ministre a maintenu le cap sur son plan. Il y a maintenant 1 année sur 5 de réaliser. Et ben là, je souligne que dans le plan, cependant, il y avait des écarts à résorber. Donc, le ministre n'avait pas encore identifié comment le retour à l'équilibre budgétaire se ferait pleinement. On va revenir sur l'évolution aussi de ces écarts à résorber-là. Sans plus tarder, on vous montre l'évolution du solde budgétaire. Donc, l'année qui se termine, je vais revenir à la diapo suivante, là, mais on a un déficit inférieur à 10 milliards. Donc, c'est moins que ce qui était présenté l'année dernière.
pour l'année qui va débuter au 1er avril, on a un déficit aussi qui est légèrement moins que l'année dernière. Puis pour les autres années, on a le même plan de retour à l'équilibre pour viser un retour à l'équilibre en 2029-30. Donc, je vais revenir sur le déficit de l'année dernière qui a été révisé à la baisse. On va essayer de comprendre pourquoi. Initialement, dans le budget de mars dernier, on parlait d'un déficit de 13,6 milliards et on finit l'année avec un déficit de 9,9 milliards. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que même si la croissance économique a été plus faible que prévu, malgré tout, les revenus de l'État ont cru plus vite que prévu à la hauteur de 4,2 milliards. Donc ça a créé un embellie budgétaire. L'autre élément, c'est qu'on mentionne que le ministre n'a pas utilisé sa provision pour éventualité, mais à vrai dire, les dépenses de l'État ont augmenté, les dépenses de portefeuille, d'à peu près du même montant de plus que ce qui était escompté l'année passée que la provision pour éventualité, si bien que, dans le fond, le 4,2 milliards de recettes additionnelles a compensé un coût de la dette un peu plus élevé d'un demi-milliard et a résorbé le déficit d'à peu près 3,7 milliards, donc à peu près l'écart entre les deux. Donc, c'est la bonne nouvelle, un déficit quand même plus modeste qu'on prévoyait à la même date l'année passée. Bon, fait que notre déficit de 9,9 milliards doit nous conduire à un équilibre budgétaire en 2029-30. On parle d'écarts à résorber. S'il ne l'était pas, ces écarts à résorber-là, donc pas capable d'identifier des revenus additionnels de plus que ceux qui sont prévus ou pas capable de limiter la croissance des dépenses de plus que la croissance prévue, on se retrouvait avec un déficit, si les écarts n'étaient pas comblés, pour l'année 29-30 d'à peu près 2 milliards. Donc, il y a 2 milliards d'écarts non résorbés encore identifiés. On va y revenir. C'est quand même un peu moins pire que ce qui était prévu à pareille date l'année passée. Donc, on va revenir sur nos écarts à résorber. On y revient ici, à vrai dire. Regardez, pour l'année 2029-30, on prévoyait des écarts à résorber de 2,5 milliards. Ils sont maintenant de 2 milliards. Pour l'année 28-29, on prévoyait des écarts à résorber l'année précédente, donc de 2,5 milliards. Le ministre a été capable d'identifier, amoindrir les écarts à résorber à 2 milliards 250 millions. Donc, vous voyez, chacun des années où il y a des écarts à résorber, l'écart a été amoindri dans le cadre de retour à l'équilibre budgétaire. Et là, ce n'était pas mentionné les années précédentes, mais maintenant, le ministre a indiqué, à tout le moins dans son dernier budget, que lorsque l'incertitude sera levée, principalement ce qui concerne la révision de l'accord commercial avec les États-Unis, si on arrive à enlever l'incertitude en lieu du renouvellement de l'accord, bien, l'incertitude va se dissiper et les écarts à résorber devraient disparaître. Donc, ça, c'est la première fois que le ministre dit, si on s'entend avec les États-Unis sur un nouvel accord commercial, bien, probablement que les écarts pourraient être effacés parce qu'il y aurait plus de croissance, notamment économique. Ici, on revient sur le solde budgétaire au sens de la loi, sur l'équilibre budgétaire. Bien, vous voyez ici que, au sens de la loi, on a un déficit de 1,5 du PIB, puis on s'en irait tranquillement vers 0 au fur et à mesure que le plan de retour à l'équilibre budgétaire fonctionnerait, puis qu'on aurait un déficit de 0 en 2029-30. Bon. Maintenant, comment se compare ce fameux 1,5 %-là? On va se comparer aux autres provinces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres provinces n'ont pas de somme versée dans un fonds des générations. Donc, si on veut comparer le 1,5, on devrait comparer les déficits au sens des comptes publics, ce qui nous amène plutôt à 1,2 %, donc sans prise en compte des versements au fonds des générations. Mais on voit quand même que le Québec a des déficits moindres, bon, à peu près similaires à celui de l'Ontario, mais a des déficits moindres que la moyenne des provinces canadiennes, qui est à 1,7. Donc, nous, on est à 1,5 en tenant compte des versements au fonds des générations et à 1,2 selon la même méthodologie que les autres provinces canadiennes. Donc, on est dans une situation qui n'est pas si défavorable lorsqu'on se compare aux autres.
Si on se compare à l'Ontario, donc assez similaire pour l'année 2025-26 en termes de déficit budgétaire, mais le déficit serait plus élevé au Québec qu'en Ontario pour l'année qui débuterait au 1er avril prochain. Je vous répète que l'Ontario n'a toujours pas présenté son budget 2026 à la révision de ce budget-là dans quelques jours. Peut-être qu'on verra un déficit plus grand, plus petit, et donc la figure ici pourra être mise à jour au moment opportun. Je vous rappelle, tantôt, je vous avais dit, est-ce que le PIB du Québec est à son plein potentiel ou sous son potentiel? Et selon qu'il soit à son potentiel ou sous son potentiel, il est possible d'essayer d'expliquer le déficit. Donc, tantôt, on vous parlait d'un déficit de 10 milliards pour l'année 25-26. C'est vrai. Et dans le 10 milliards de déficit, il y en a 6,5 milliards à peu près qui seraient liés à la conjoncture, donc le fait que l'économie ne performe pas à son plein potentiel. Puis vous voyez, donc, c'est le bleu par rapport à l'orangé. Puis là, vous voyez pour l'année 2026-27, là, on est rendu peut-être à un tiers du déficit, 3,5 milliards à peu près là, sur le 8,5 qui s'expliquerait par la conjoncture. Donc, il y a une portion de déficit structurel qui serait plus important cette année que l'année passée, mais le déficit lié à la conjoncture qui serait plus important cette année que l'année passée, mais qui rapetisserait au fur et à mesure où on retrouverait l'équilibre budgétaire. Donc, je répète, le déficit structurel, je pense que je me suis enfargé dans mes mots, c'est pour ça que je le répète, le déficit structurel pour l'année en cours qui se termine au 31 mars, il y a à peu près le 2 tiers qui est lié à la structure. Ça veut dire qu'un mauvais appariement entre les revenus et les dépenses, mais cet écart-là structurel se rapetisse pour ne représenter que 3,6 milliards pour l'année qui va débuter au 1er avril. Puis vous voyez, bien, comme on rattrape le PIB potentiel, on s'en vient de plus en plus avec un déficit structurel important. Et vous voyez qu'en bleu pâle, en haut, on a mis les écarts où le gouvernement s'est engagé de résorber les écarts. C'est dans l'éventualité où ils sont résorbés qui apparaissent en haut pour ne pas nuire à l'identification des déficits entre structurels et conjoncturels. Bon, on l'avait dit, peut-être ça vaut la peine néanmoins de le répéter. Le ministre des Finances a un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il a déjà pris des décisions du côté des revenus et notamment dire qu'il n'augmentait pas, n'avait pas de hausse d'impôts dans sa stratégie de retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, vous voyez ici que durant la période analysée, on se retrouve avec, là, en bleu, là, c'est quand même assez stable en termes de poids des revenus du gouvernement du Québec dans l'économie, alors que durant la même période, on peut voir que les dépenses gouvernementales en pourcentage du PIB sont en diminution. Et donc, le ministre table pour retrouver son équilibre budgétaire sur une diminution des dépenses dans le PIB. Ça veut dire que les dépenses peuvent croître au rythme, par exemple, de l'inflation, mais doivent croître moins vite que l'économie pour voir leur poids diminuer comme ça. Et c'est la manière dont le gouvernement du Québec a comme plan de retrouver l'équilibre. Les revenus augmentent, on peut le voir ici. Donc, les revenus augmentent d'une année à l'autre. On peut voir ici, si on compare, on dit par rapport au budget 26-27, mais dans le fond, c'est le budget 25-26. On compare le budget 25-26 à celui de 26-27 et on s'aperçoit qu'il y a 4,2 milliards de plus. Donc, c'est le diapo que j'ai présenté qui a contribué à un déficit moindre pour l'année 25-26. Mais vous voyez que l'écart de prévision du revenu entre les deux budgets va en s'estompant, malgré que les deux types, que ce soit les revenus autonomes du gouvernement ou les transferts fédéraux qui ont une croissance. La croissance des revenus autonomes est en moyenne de 3,6 %, alors que la croissance des transferts fédéraux est en moyenne durant la période jusqu'en 2029-30, jusqu'en 2030-31, est en moyenne de 1,7 %. Mais vous pouvez voir, puis on va y revenir un peu plus loin, mais les transferts fédéraux
vont diminuer. Là. Donc, la croissance est très faible. Là. Vous voyez 32,9 milliards en 27, 33, va diminuer à 32,3 avant de revenir à 33,3. Donc, de 2027 à 2030-31, il n'y a pas beaucoup de croissance des transferts fédéraux selon les paramètres connus actuellement. Ici, dans le fond, je vous montre, puis on va le faire pour les revenus, puis on va le faire plus loin pour les dépenses. Je vous montre, OK, quand on dit que les revenus autonomes augmentent à 3,6 durant l'ensemble de la période, ça ne veut pas dire que c'est tous les modes de taxation qui augmentent à 3,6. Ici, ce qu'on peut voir déjà en partant, c'est l'impôt sur le revenu, donc qui représente plus du tiers des recettes gouvernementales, donc qui représente 37,7 de l'ensemble des revenus autonomes du gouvernement du Québec, bien, cet impôt-là va croître à 3,7, donc un peu plus que la croissance de l'ensemble des revenus autonomes. Par contre, si on regarde les taxes à la consommation, toutes les taxes à la consommation, qui représentent plus de 22 de l'ensemble des revenus autonomes du gouvernement, bien là, va croître moins que la croissance de l'ensemble des revenus autonomes de 3,6. Et si on rajoute, par exemple, les impôts des sociétés, qui représentent à peu près 11 des recettes du gouvernement du Québec, bien là, on voit qu'eux vont croître à un taux de 3,9 donc plus que la moyenne de l'ensemble des revenus autonomes. Donc, vous comprenez qu'il y a des impôts qui augmentent plus vite que d'autres. Ici, ce qu'on peut observer, c'est que la portion qui va augmenter le plus, c'est les entreprises du gouvernement. Donc, ça veut dire les Hydro-Québec, SAQ, SQDC et l'Auto-Québec, donc les grandes entreprises du gouvernement qui comptent à peu près pour 4 des revenus autonomes du gouvernement, mais eux devraient croître sur la période 2025-26 à 2030 de 6,3 par année. Donc, ça va rester évidemment à suivre, mais c'est un peu la comparaison de quel impôt augmente à quel rythme au cours de la période du plan budgétaire présenté hier. Je reviens sur les transferts fédéraux. Je vous ai déjà mentionné qu'ils augmentaient très peu là, à partir de 2027-28. Bien, ce qu'on voit, c'est ça, c'est les autres transferts fédéraux qui vont connaître une baisse ici, là, notamment peut-être la fin de certaines ententes. Mais par contre, si vous voyez les éléments là, de type la péréquation, bon, reste stable en 27, 28, 28, 29, mais petite augmentation par la suite. Le transfert pour la santé poursuit sa hausse. Là. Lui, il est en augmentation, mais transfert canadien pour les programmes sociaux, lui, vous voyez, là, peut-être si on rajoutait des décimales, vous pourriez voir une faible croissance, mais vous voyez que lorsqu'on arrondit en milliards, on est de 26-27 à 2030 à 1,4 milliard qu'on reçoit au titre des programmes sociaux. Donc, ça veut dire que ce programme-là croît beaucoup plus modestement que les autres. Si on prend l'ensemble des transferts fédéraux et qu'on essaie de voir leur importance relative dans les revenus que le gouvernement du Québec collecte, bon, peut-être qu'on peut laisser tomber l'année pandémique, là, parce que, il y a eu des transferts exceptionnels, puis peut-être que les revenus du gouvernement n'étaient pas à leur plein apogée. Mais si vous regardez avant la pandémie, là, grosso modo, là, les transferts fédéraux dans les revenus du gouvernement du Québec représentaient à peu près 20 Donc, en 24-25, on était ici, là, on était revenu autour de 20 mais là, vous voyez que il y a une diminution du poids des transferts fédéraux dans le total des revenus budgétaires du gouvernement. Donc, on serait passé d'à peu près 20 en moyenne avant la pandémie pour l'année en cours qui se termine au 31 mars, on sera à 19 19,3 pour l'année 26-27 qui va débuter au 1er avril. Mais vous voyez par la suite, 19, 18, 17. Fait clairement, il y a une tendance là, à la baisse dans la part des transferts fédéraux dans les revenus budgétaires. Si vous le regardez par habitant,
puis qu'on le regardait en dollars courants, on dit non, les transferts par habitant augmentent. Mais si vous voyez que si on ramène ça en dollars constants, encore une fois, puis peut-être qu'on est mieux de ne pas faire un focus sur l'année pandémique parce que les transferts avaient été, il y avait des transferts non récurrents. Mais vous voyez quand même, là, si on ramène ça en dollars, qui tient compte de l'inflation en dollars constants, transferts fédéraux par habitant ont une tendance à légèrement diminuer entre la période récente là, et la projection jusqu'en 2029-30 ou 30-31. On analysait justement est-ce que le budget est sobre, c'est le mot du ministre lui-même, là, et donc hier, on a regardé ce que le gouvernement identifiait comme étant des nouvelles initiatives, donc des éléments qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de présentation budgétaire. Et on estime les nouvelles initiatives qui vont se faire entre 2026-27 et 2030-31. Là. Peut-être qu'il va en avoir un petit peu dans l'année qui se termine au 31 mars, mais on est à peu près à 9,6 milliards de dollars, donc sur 5 ans et des poussières. Puis vous voyez que le gros de ça va à soutenir des grandes missions de l'État, 4,3 milliards. Puis si le point suivant, 3,6, c'est d'y appuyer les Québécois et les communautés avec des gestes ciblés. C'est un peu les éléments les plus conséquents des nouvelles initiatives présentées hier. Puis là, pour essayer de voir est-ce que c'est sobre avoir des nouvelles initiatives à la hauteur de 9,6 milliards. Mais là, on a regardé ici, on a volontairement mis le dernier budget de Carlos Letao, présenté en mars 2018, bon, qui était une année électorale. Mais vous voyez que sur les quelques mois qui précédaient, puis les 5 années suivantes, on était à 16 milliards de nouvelles initiatives. Ici, c'est le premier budget du ministre Girard, qui était à 16,2 aussi. Vous voyez 15. Ici, 16,8, mais vous voyez qu'il y avait des rehaussements, là, des éléments d'impôt qui nous amenaient un effet net des nouvelles initiatives de 15. Donc, vous voyez, puis là, il y a eu, avec l'année électorale, avec post-électorale, il y a eu 2 années où il y a eu beaucoup quand même de nouvelles initiatives. On était passé à un rythme de 22 milliards sur 5 ans, près de 25 milliards sur 5 ans. Puis vous voyez que dans les 2 années qui ont précédé le budget d'hier, on était ramené, là, si on éliminait les effets aux revenus, donc un effet net, on était à 6 et 9. Et hier, ils nous ont 9,3. Et hier, ils nous ont présenté des nouvelles initiatives, comme je viens de le dire, de 9,6. Donc, c'est modeste si on prend l'ensemble des budgets présentés par le ministre Girard. Mais si on compare aux 2 derniers budgets qu'il a présentés, bien, c'est une modestie relative parce qu'on était en effet net entre 6 et 9,3 milliards. Et ça, ici, il faut quand même souligner, parce que j'en parle parce que le ministre l'a annoncé de manière transparente hier. Il dit « J'ai aussi fait une réserve pour la personne qui va succéder à François Legault, donc 250 millions par année pendant 5 ans. Mais si on inclut cette réserve-là qui n'apparaît pas dans les nouvelles initiatives parce que les initiatives n'ont pas été faites, mais que la réserve qu'il a mentionnée apparaît dans les dépenses de portefeuille, mais si on les mettait dans les nouvelles initiatives, on serait à près de 11 milliards de nouvelles initiatives pour le budget 2026-2027. Donc, oui, sobriété, mais pas sobriété absolue si on regarde par rapport aux 2 dernières années, aux 2 derniers budgets présentés par le ministre lui-même. Ici, on revient sur les dépenses de portefeuille. Donc, oui, on voit qu'en milliards, les dépenses augmentent entre 2025-26 et 2030-31. Pour cette année-là, ici, par rapport au budget de l'année dernière, la croissance est plus forte. Donc, l'année passée, on était à 1,9 milliard de prévisions de dépenses de portefeuille de moins. Donc, il y a eu un rehaussement en cours d'année.
Je refais un peu le même exercice qu'on avait fait pour les revenus autonomes du gouvernement. Donc, ici, je vous présente On dit que, puis là, on a simplement les années jusqu'en 2027-28 pour être capable de décortiquer les dépenses de portefeuille. Mais si on décortique les dépenses de portefeuille de 2025-26 à 2027-28 et on regarde la croissance, les dépenses de portefeuille auraient une croissance globale de 2 %. Et là, j'essaie de décortiquer le 2 parce que là, des fois, on entend dire, le 2 c'est sûr qu'en santé, ça prend plus que ça. Bien, en santé, ils ont 3,2 % Puis vous voyez que la santé, c'est le principal poste de dépenses de portefeuille. Donc, vous voyez, ça compte pour 42 % des dépenses. Donc, vous voyez, la largeur du bâton présente l'importance relative de ce poste budgétaire-là et le taux, 3,2, qui est quand même 1,2 % au-dessus de la croissance moyenne des dépenses de portefeuille. Ça, c'est le principal poste, donc qui est au-dessus de 2 %. Le deuxième poste en importance, c'est l'éducation, où là, la croissance d'ici 2027-28 va être de 2,9 %. Donc, encore une fois, au-dessus du 2 %. Le troisième poste en importance, c'est l'enseignement supérieur, donc à 4,4 %, donc encore une fois au-dessus du 2. Et là, vous pouvez voir que nous sommes à 42 plus 15, 57 plus 7, 64, donc le 2 tiers du budget, les missions les plus fondamentales de l'État, santé, éducation, enseignement supérieur, ont des croissances au-dessus de la moyenne des dépenses de portefeuille. Évidemment, là, ça nous prend des dépenses de portefeuille qui vont augmenter de moins de 2 %. Bien là, nous en avons, mais ce n'est pas la famille qui augmente à peu près au même rythme que la croissance moyenne des dépenses de portefeuille. Mais vous voyez, là, on arrive dans transport et mobilité durable. Ils n'ont pas une croissance de 2 %, ils ont une croissance négative de 3 %. Après ça, nous arrivons dans emploi et solidarité sociale, donc qui a une croissance moins que la moyenne de 2 %, donc une croissance d'à peine 0,5 %. Et là, vous voyez deux autres ministères moins importants, affaires municipales et habitation moins importants en termes d'importance relative dans le total des dépenses de portefeuille. Il ne faut pas me faire dire que je dis que ce n'est pas des dépenses importantes. Donc, une croissance négative de 5,1 % pour affaires municipales et habitation. Et pour économie, innovation et énergie, on parle aussi d'une décroissance de 7,x %, 6 % en moyenne d'ici 2027-28. Après ça, on revient environnement et lutte contre les changements climatiques, mais vous voyez que c'est un poste, si le bâton n'est pas large, ça veut dire que dans l'ensemble des dépenses de portefeuille, ça ne compte que pour 1,3 %, mais ce ministère-là aurait une croissance de 5,1 % d'ici 2027-28. Puis là, évidemment, on ne pouvait pas décortiquer tous les ministères, donc tous les autres ont été mis en autres portefeuilles qui représentent 12,5 % de l'ensemble des dépenses de portefeuille. Et eux aussi ont une croissance supérieure aux 2 %. Donc, c'est important lorsqu'on dit qu'il y a une croissance moyenne de 2 % de bien décortiquer qui subit le 2 %, qui subit moins que le 2 % et qui a droit à une croissance un peu plus généreuse que la moyenne de la croissance. Et là, on voit que, encore une fois, si on réunit près de 70 % avec 4 principaux postes, santé, éducation, enseignement supérieur et famille. Bon, famille est un peu plus près quand même de la moyenne de 2 %, mais vous voyez quand même que ce n'est pas là que la croissance inférieure se fait. On passe maintenant au service de la dette. Donc, je vois quand même que le temps file. Je vais accélérer un peu. Donc, on passe au service de la dette. On a un service de la dette qui est en augmentation en milliards, mais si on le regarde en pourcentage des revenus budgétaires, on observe quand même une relative stabilité depuis les années 2020. Pour le plan québécois des infrastructures, c'est important de voir que le montant augmente. C'est un plan sur 10 ans, donc le montant augmente. On pourrait dire, oui, mais il n'augmente pas beaucoup par rapport au plan québécois des infrastructures de l'année dernière qui était à 164 milliards. Il va à 167 milliards sur 10 ans. Mais il y a quand même moyen de décortiquer le plan pour quand même voir les éléments qui peuvent être intéressants, même si on a l'impression que l'enveloppe globale n'augmente pas beaucoup. Donc,
Où va les principaux morceaux du 167 milliards? Bien, vous voyez qu'il y a 36 milliards qui vont au réseau routier. Après ça, il y en a 25 milliards qui est dédié à la santé, services sociaux, éducation, qui est à presque 24 milliards. Donc, vous voyez, là, parmi les secteurs d'activité, les postes qui vont chercher la plus grande part du PQI en milliards pour les 10 prochaines années. Et là, ça, c'est les investissements annuels qui vont être faits à partir du PQI. Je pense que ce qui est utile de voir, là, c'est que pour l'année qui se termine, on a eu des investissements annuels records de 21 milliards, mais par la suite, les sommes sont rappelées, là, même avec le nouveau PQI présenté hier. Les sommes vont tourner autour de 20 milliards pour les 2 prochaines années avant de rabaisser autour de 15, puis disons qu'il se stabilise autour de 15-16 milliards là, pour les années futures, telles que prévues dans le décaissement actuel du PQI. Bien sûr, ça, on le regarde en milliards annuels, mais si on le regardait en milliards, mais en proportion en pourcentage plutôt de nos revenus budgétaires, bien, vous voyez que l'année passée, c'est un sommet relatif. On a consacré 13,1 de nos revenus budgétaires aux investissements annuels. C'était un des critères que l'agence de notation Standard & Poor's avait utilisé pour décoter le Québec en disant qu'il y a une trop grande part des revenus budgétaires qui vont aux investissements. Standard & Poor's semble dire que ça devrait ne pas dépasser 10 Bien là, vous voyez que ça va se rabaisser, puis tranquillement, on va revenir sous le seuil de 10 des revenus budgétaires au cours du cadre budgétaire en cours. Ici, toujours dans le PQI, bien là, c'est important de voir que le Plan québécois des infrastructures se divise entre les organismes publics, qui est grosso modo le gouvernement du Québec et les organismes qui relèvent directement du gouvernement du Québec, versus des organismes qu'on appelle subventionnés, qui pourraient être les municipalités notamment, puis les sociétés de transport. Donc, 83 du PQI va aux organismes qui relèvent directement du gouvernement du Québec. Et quand on regarde le PQI, bon, là, il y a l'enveloppe centrale que je vais sauter là, parce que je vois vraiment le temps filer. Mais si on s'est mentionné néanmoins, si vous regardez dans les organismes qui relèvent du gouvernement du Québec, il y a 76 qui vont au maintien du parc versus 24 qui iraient à la bonification du parc. Et donc, la plupart, le trois quarts, va à maintenir le parc plutôt que le bonifier. Dans un contexte où la population ne croit pas, c'est peut-être une bonne chose à faire. Mais si on regarde dans les organismes subventionnés, c'est davantage moitié-moitié qui va vers le maintien versus la bonification. On peut penser notamment là-dedans qu'il y a le développement là, du transport collectif. Dans le dernier PQI, même s'il y a juste 3 milliards d'augmentation d'enveloppe globale, il faut comprendre qu'il y a une réallocation entre maintien du parc et bonification du parc. Donc, dans le budget passé de l'année dernière, le PQI 10 ans, il y avait 65 qui allaient au maintien du parc contre 35 qui allaient à la bonification du parc. On a pris 9 milliards de la bonification pour le déplacer vers le maintien du parc entre les deux PQI. Et maintenant, on a un ratio de 71 qui va, donc, organismes publics et organismes subventionnés pris ensemble, donc qui va au maintien du parc. Un ratio aussi élevé que 71 pour le maintien du parc, on n'avait pas vu ça depuis une dizaine d'années. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui ont envoyé des signaux comme quoi qu'on devrait d'abord maintenir notre parc avant de vouloir le développer, mais ça semble avoir été entendu dans le dernier PQI. Dans le PQI, ce qui devient également intéressant de regarder, c'est de dire, OK, mais on met beaucoup d'argent sur les infrastructures, mais quel est l'état de nos infrastructures? Et le gouvernement classe ces infrastructures en A, B, C, D, E. D et E, c'est mauvais état et très mauvais état. Et si on se retrouve avec des actifs dans les catégories D ou E, on dit qu'il y a un déficit de maintien des actifs, ce qu'on appelle le DMA. Et là, on va regarder l'évolution de ce DMA-là. Le DMA pour les organismes publics est à 44,8 milliards. On dit qu'il y a seulement 54 des actifs
des organismes publics qui sont en bon état, donc A, B ou C. Pour les organismes subventionnés, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'actifs en bon état. On est à 78 %. Entre guillemets, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'estime pas le déficit de maintien des actifs pour les organismes subventionnés, du moins pas dans le PQI. Et là, on se retrouve avec un déficit de maintien des actifs pour le PQI présenté hier de près de 45 milliards de dollars, qui est quand même près de 4,6 milliards de plus que dans le plan québécois des infrastructures présenté l'année dernière. Puis là, ben, on essaie de voir où se situe ce fameux déficit de maintien des actifs. Mais encore une fois, c'est le réseau routier qui est à 25 milliards du 45 milliards et l'éducation qui est à près de 10 milliards de déficit de maintien des actifs. Vous voyez ici la santé, services sociaux qui est juste à 4, mais déjà ce 4-là a été fortement révisé à la hausse par rapport à l'année dernière, qui était à peu près de 2 points quelques. Là. Donc, il y a eu donc des nouveaux diagnostics qui ont été faits pour... donc, dans l'augmentation ici des déficits de maintien des actifs, ce n'est pas que les actifs se sont dégradés, c'est notamment qu'on a fait des nouveaux constats à la hauteur de 6 milliards et on a fait des travaux qui ont diminué les DMA et il y a eu effectivement des dégradations. Donc, la somme de tout ça, dégradation, nouveaux constats, diminution, ça nous amène à une croissance quand même, comme on vient de le mentionner. Et là, ben, la bonne nouvelle, entre guillemets, ce que ça nous dit, c'est que sur le plan de 10 ans, en concentrant davantage au maintien du parc, ça veut dire qu'il y a plus de sommes, ça veut dire que les infrastructures en bon état devraient passer de mars 2026 de 54 % pour les organismes publics à 67 %, donc un peu plus que la moitié à un peu plus que le 2/3 des infrastructures en bon état pour les organismes publics qui relèvent du gouvernement du Québec. Je passe à la dette. Donc, la dette, effectivement, en milliards est en augmentation, mais la dette en milliards, évidemment, elle augmente parce qu'il y a justement des infrastructures, notamment parce qu'il y a des déficits. Mais ce qui est intéressant, c'est de la regarder en pourcentage du PIB. Et là, ben, on s'aperçoit que si pour la période en cours, il y a une petite augmentation, qui aurait débuté à partir de 2022, bien, on voit qu'à partir de 2028, on va avoir une diminution qui nous permettrait d'atteindre les cibles fixées dans la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations. Le ministre, lui, insiste beaucoup sur le fait qu'actuellement, bien que si la dette a légèrement augmenté, elle se trouve quand même plus faible que lorsqu'il a présenté son premier budget. Donc, il dit quand on parle de dégradation des finances publiques, ben, notez quand même que la dette nette, malgré la pandémie, est moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où j'ai dit mon premier discours budgétaire. Ici, on regarde le ratio de la dette nette. Donc, je vous ai parlé d'une petite augmentation durant la période budgétaire. Vous voyez que l'année passée, les ratios étaient beaucoup en hausse plus élevée, mais qui était en une progression plus élevée, mais qui était aussi plus important en proportion du PIB. Qu'est-ce qui explique que la dette nette en proportion du PIB a été revue à la baisse? Bien, il y a eu une révision du PIB là, par Statistique Canada qui a fait en sorte qu'un PIB plus élevé va nous donner un ratio de dette-PIB plus faible. Et il y a eu également le fait que les déficits vont être moins importants que prévu. Donc, vous voyez un peu les composantes là, de qu'est-ce qui explique que notre ratio dette-PIB a été revu à la baisse de près de, pour l'année 27-28, là, on parle quasiment de 2,6 points de pourcentage. Là, vous voyez la diminution dette versus PIB plus élevé, ici, comme facteur explicatif. Là, il y a toujours les sommes qui sont versées au Fonds des générations. Donc, le Fonds des générations a une valeur comptable qui augmente. On note néanmoins que le ministre, souvent, dans le discours budgétaire, indique qu'il y a des sommes qui sont prises dans le Fonds des générations pour être
mise en application pour la réduction de la dette. C'est le cas en 25-26, 2,5 milliards. C'est le cas en 26-27, un autre 2,5 milliards. Donc, plutôt que le laisser dans le fonds des générations pour croître, il fait directement des versements à la dette. Et donc, le fonds croît moins vite, mais la dette est diminuée d'autant. Ce qui nous amène, malgré tout et malgré le fonds des générations, à la deuxième dette nette en pourcentage du PIB, la plus élevée des 10 provinces canadiennes. Et on est à, grosso modo, 7, quelques points, plus élevé, 8,4 points plus élevé que la moyenne des 10 provinces. Donc, j'arrive je sais qu'il y a des fiscalistes avec nous qui disent hey, ça fait longtemps qu'on est là, puis vous n'avez toujours pas parlé de mesures fiscales. Bien, c'est peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, une mesure qui va avoir, mais qui manque encore de détails pour le moment. Hier, on a annoncé qu'il y aurait des productions de déclaration de revenus qui seraient automatisées par Revenu Québec. Donc, un peu comme l'Agence de revenus du Canada où le budget fédéral avait annoncé, il va y avoir ce genre de truc-là à Revenu Québec également. Ça va débuter à l'année d'imposition 2026, donc au printemps 2027, c'est les premiers éléments. Ça nécessite des changements dans la loi. Et l'objectif, évidemment, c'est de favoriser, s'assurer qu'on verse toutes les aides fiscales aux contribuables, notamment ceux qui, à revenus modestes, qui pourraient être davantage affectés par la non-production de déclaration de revenus. Donc, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Les critères de sélection des contribuables, les modalités vont être annoncées d'ici le printemps 2027. Donc, encore une fois, il y a beaucoup plus de détails suivront. Là. Donc, ça, c'est important. Puis dire que c'est complémentaire au projet pilote qui avait été mis en place à partir de 2023 dans le cas de déclaration pré-remplie. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est complémentaire. Et c'est ça. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Je vous amène à une autre mesure qui vise les particuliers, puis les particuliers ont tendance peut-être à ne pas s'en apercevoir. C'est le plafonnement de la croissance de la taxe foncière scolaire. Lors des dernières élections, la CAQ qui a pris le pouvoir avait promis de limiter les tarifs de services publics à 3 %, un maximum de 3 % par année pendant toute la durée de son mandat. Ils ont considéré que les taxes foncières scolaires étaient un tarif. Et dans cette perspective-là, à chaque fois que la taxe foncière scolaire aurait dépassé 3 %, ils ont pris action pour la limiter à 3 %. Bien, ils ont annoncé hier qu'ils vont faire la même chose pour 2026. Donc, le plafonnement de la taxe foncière scolaire sera limité à 3 %. Et cet élément-là, une fois qu'on l'a limité comme ça, bien, ça a des effets sur les autres années. Donc, cette petite annonce-là d'hier, que les gens ne s'aperçoivent pas beaucoup, coûte quand même un demi-milliard ou 450 millions là, sur l'horizon du cadre budgétaire. J'irai aux mesures qui touchent les sociétés. Là, il y a des mises en place de crédits d'impôt pour les médias d'information québécois. Donc, il y avait déjà des paramètres, il y avait déjà une mesure, un crédit d'impôt remboursable pour la presse écrite. Donc, avec des paramètres existants, on a élargi ces paramètres-là à différents médias. Donc, ce n'est plus que la presse écrite, on élargit à la radio ou à la télé privée. Et on augmente les seuils de salaire qui étaient de 75 000, on les augmente à 85 000. Et donc, tout ça pour nous dire que ce crédit-là, quand même un coût modeste, là, mais on parle d'une quarantaine de millions. Il y a un deuxième crédit qui était pour la transformation numérique de la presse écrite. Encore une fois, ce qu'on est venu faire, ce crédit-là devait prendre fin au 31 mars 2025. On le prolonge jusqu'au 31 décembre 2028. Et par la suite, le taux du crédit pour les années 28 et 29, et dans le fond, pour les années 26 et 27, pardon. Là. Donc, il y aura une réduction du taux du crédit qui passera de 35, après passera à 20 et à 10 %. Cela dit, comme c'est une prolongation du crédit, il y a quand même des coûts additionnels pour le gouvernement. Production cinématographique et télévisuelle. Donc, il y a encore une fois, le crédit existait déjà. On vient revoir notamment les paramètres
assouplissement dans les critères d'admissibilité entourant la durée ou le nombre d'épisodes. Ça, c'est un élément. Et ça s'applique à partir d'hier, à partir d'hier. Donc, les changements sont effectifs dans le cadre du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle. Il y a le crédit pour le développement des affaires électroniques, mieux connu sur CDAE, où l'année passée, on est venu dire que ce n'est plus un crédit CDAE, c'est un crédit CDAE, intelligence artificielle. Donc, les taux ici, vous les voyez, c'est les paramètres actuels. Là, ce qu'on est venu faire, essentiellement, on est venu faire des assouplissements pour rendre admissibles les travaux préparatoires et on est venu faire des assouplissements, notamment pour les reports. Donc, les reports du sol inutilisé pour le volet crédit non remboursable, c'était moins 3 plus 20. On est venu faire des assouplissements pour le crédit lorsqu'il s'appelait CDAE, avant qu'il s'appelait CDAE Affaires électroniques. Donc, on est venu faire des précisions là, sur les taux de réduction pour l'impartition intersociété. Et ce qu'on annonce dans ce cas-là, ça ne prend pas effet à partir d'hier, ça prend effet à partir du 1er janvier 2025. Pour les années d'imposition qui débutent après le 1er janvier qui débutent après le 31 décembre 2025. Bon, là, le temps file. Nous sommes au régime volontaire d'épargne retraite. On vient faire des changements. On vient annoncer que la possibilité d'instaurer un taux de cotisation minimal, la possibilité pour les administrateurs de fermer les comptes inactifs, mais on permet puis ça va falloir qu'on investigue un peu davantage sur le sujet, le rehaussement du plafond des frais de gestion. Les RVER s'étaient fait connaître ou avaient été proposés, notamment en disant on met un plafond sur les frais de gestion, mais là, les frais de gestion sont rehaussés, notamment là, pour des nouvelles options de placement et pour les options de placement existants. Donc là, oui, il y a des simplifications, mais ça se fait aussi en échange de taux plus élevés. Il faudra voir l'effet que ça aura sur le déploiement des RVER, qui sont quand même beaucoup plus déployés dans son nom québécois, dans son appellation reste du Canada. On a également quelque chose sur la lutte contre les planifications fiscales agressives, des ajustements notamment aux mécanismes de divulgation, donc des simplifications administratives, retrait de l'obligation de transmettre sous pli séparés. Dans le fond, on ouvre la voie là, aux transmissions électroniques, retrait de l'obligation du ministre de confirmer la réception des déclarations des renseignements transmis, retrait de la présomption relative de la période de 120 jours. Donc, vous voyez, là, il y a des changements et ces effets-là débutent, dans le fond, à partir d'aujourd'hui, donc après le discours budgétaire qui a été présenté hier. On arrive à quelques autres mesures de faits saillants, des conversions de places pour les services de garde. Donc, on annonce la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées. Donc, on va prioriser les régions où il y a le moins de places subventionnées. Et parmi les régions qui vont être privilégiées, on va prioriser les milieux les plus défavorisés. Donc, c'est quand même important. L'objectif, on rentre ça dans une plus grande équité financière pour les familles, mais c'est surtout dans des éléments là, autour du déploiement du réseau. Ça n'ajoute pas de place parce qu'il y a ces 5 000 places non subventionnées en places subventionnées. Puis, on ne précise pas si les places subventionnées sont des places en garderie, en CPE ou en garderie subventionnée. On parle de places subventionnées, donc on reste un peu nébuleux sur le sujet. Vous voyez, ça coûte quand même sur 5 ans là, près de 400 millions. Ici, ce qu'on fait juste vous montrer, mais là, je vais vraiment aller vite parce qu'on est au terme de notre temps, c'est quand il y a eu des conversions de places, bien, sont beaucoup plus passés de garderies non subventionnées à garderies subventionnées que de garderies non subventionnées à CPE. Donc, on ne le précise pas, mais ça serait le fun de savoir s'ils vont davantage vers les CPE en milieu défavorisé, mais là, pour l'instant, on ne le précise pas. Ici, dernière diapo là, sur les garderies. Là. Donc, vous voyez que le gouvernement s'était engagé à créer 37 000 places
Bon, il a créé 38 000 places. Là, il y a 38 000 places et des poussières de plus entre le 31 mars 21 et le 31 janvier 26 dans les centres pour la petite enfance, garderies subventionnées et milieu familial. Mais comme il y a eu des conversions de places entre les garderies non subventionnées et gardes subventionnées, bien, on a 10 000 places de moins dans les garderies non subventionnées, pardon. Et on se retrouve donc avec une création nette de places, non pas de 38 000, mais de près de 28 000 places, étant donné qu'il y a eu un déplacement entre places subventionnées et non subventionnées. Bon, qu'est-ce qui reste comme autre mesure? Un soutien aux PME, particulièrement dans les communautés francophones, pas francophones, je veux aller vite, là, puis là, les mots me fourchent. Communautés forestières, donc avec les droits de douane qui frappent particulièrement le secteur forestier. Il y a eu des facteurs d'assouplissement qui ont été présentés hier, abolition de la redevance annuelle, maintien des redevances, des investissements dans certains travaux civicoles. Donc, vous voyez un peu, là, on met de l'argent particulièrement dans les régions forestières. Il y a eu également des mesures qui peuvent toucher l'environnement. Donc, dans le programme Réno-Climat, on est venu ajouter une composante adaptation. Donc, l'adaptation, c'est adaptation au changement climatique. Donc, on va maintenant appuyer des travaux pour rendre les habitations plus résilientes au changement climatique. On peut notamment l'installation de clapets anti-reflux. Donc, c'est des éléments comme ça. Donc, on parle quand même de 425 millions sur 5 ans. Il y avait déjà un programme Logivert, mais ce programme-là, Logivert, est bonifié pour s'étendre maintenant au multiplex, donc pour l'installation de thermopompes ou d'appareils plus éco-énergétiques. L'installation ne sera pas limitée simplement aux résidences. On y va jusqu'au multiplex. Donc, encore une fois, on est à 160 millions sur 5 ans. Fait que Suzy, j'aurais terminé ainsi. Je ne sais pas si je présente tout de suite les activités à venir. Ben, je pense que oui, on pourrait aller annoncer tout de suite nos prochaines activités, en effet, rapidement. Tu peux y aller? Donc, la prochaine, merci. Donc, pour la diapo, en fait, dès demain, c'est demain, Luc va parler avec Emine Abraham et au ministre, donc poser des questions au ministre. Donc, s'il y a peut-être certaines questions qui restent, il pourra les poser pour vous, si vous avez des questions. Mais vous pouvez aussi vous inscrire à cette activité-là. C'est tout à fait gratuit pour entendre le ministre parler de son budget. La deuxième activité, c'est notre prochaine journée de réflexion à la chaire. Donc, une journée, cette fois-là, une activité en présentiel d'une journée à l'aube des élections où on va voir une série de promesses dans un contexte budgétaire qu'on vient de vous présenter qui est relativement précaire. Comment on fait, comment les politiciens peuvent faire, quelles sont les préoccupations à cet égard-là. Donc, une série de discussions tout au long de la journée. Je vous invite fortement à vous joindre à nous pour cette journée-là, donc le 11 juin 2026 au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Alors voilà pour les petites nouvelles. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Peut-être une ou deux questions, on y va assez peu rapidement. Une petite question rapide sur le Fonds des générations que je trouve intéressante. Quelqu'un qui se demande si les sommes qui sont versées au Fonds des générations, c'est encadré par une loi ou si le ministre, il peut y aller de façon discrétionnaire. Des sommes prises du fonds pour remettre sur la dette. Les fonds dédiés au Fonds des générations, c'est des revenus dédiés au Fonds des générations. Ça, ce n'est pas discrétionnaire, c'est vraiment bien identifié en vertu d'une loi, qu'est-ce qui doit être versé. Par contre, qu'est-ce que le ministre décide de prendre dans le Fonds des générations pour rembourser directement la dette? Ça, c'est une discrétion annuelle que le ministre a. Merci, Luc. Peut-être une petite question, puis ça va être la dernière parce qu'il est déjà tard, puis c'est en préparation pour demain. Pour avoir ton avis, il y a quand même quelqu'un qui s'interroge sur la particularité du 250 millions de dollars par année donc dans une somme réservée. Et on se pose la question, si c'est quelque part dans les dépenses de portefeuille, il faut bien que ça devra donc être voté dans les crédits budgétaires. Donc, pourquoi c'est pas plus clairement indiqué que ça? Et est-ce que c'est un peu parti
On n'a pas oui, c'est un peu particulier qu'on annonce des sommes dédiées à une réserve, à des annonces à venir. On l'a déjà vu lors des élections où les partis politiques présentaient le cadre financier puis ils disaient, mais moi, j'ai encore des promesses à mettre puis je ne voudrais pas les dévoiler à mes partis politiques concurrents là, pour gagner les prochaines élections. Et donc, il y avait comme dans le cadre financier, annonce à venir. Là, c'est un budget gouvernemental, il ne peut pas y avoir annonce à venir. Donc, dans les nouveaux engagements, initiatives, peu importe comment on appelle ça, il y a un cadre de 9,6 milliards, comme j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas dedans, puisqu'il n'y a pas eu d'annonces qui ont été faites. Mais on m'a confirmé que, parce que le ministre disait, j'ai une réserve, elle est claire, elle est limpide. Bien, elle n'est pas si limpide que ça, mais elle est dans l'ensemble des dépenses de portefeuille. Et donc, oui, le budget global peut être voté sur la base que les dépenses de portefeuille sont là, c'est les bonnes. Et si la personne qui succède à François Legault veut faire des annonces avec une enveloppe de 250 millions par année, bien là, l'annonce comme telle va être dévoilée. S'il y a un programme, c'est sûr qu'il va falloir voter les paramètres du programme, mais le budget comme tel n'aura pas à être revu et on n'aurait pas utilisé la réserve pour éventualité pour financer ce genre d'initiative-là. Mais c'est une particularité. Là. Moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait vu ça dans les budgets des décennies précédentes. Là. Merci, Luc. Ben, je pense que ça met fin à notre midi-conférence sur le budget du gouvernement du Québec. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent en grand nombre. On est content de faire ça pour vous et que ça soit apprécié. Le document, pour ceux que ça intéresse, est déjà disponible sur le site de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. Vous pouvez donc aller le chercher, revoir la captation de la journée si vous le souhaitez au cours des prochains jours et aller vous inscrire à notre prochaine activité, notre journée de réflexion du mois de juin. Donc, merci à tous et à une prochaine bientôt, je l'espère. Au revoir.